Tous, bienvenue. Sommet des États-Unis sur la démocratie, levée de rideau le 9 décembre prochain pour une rencontre virtuelle historique en pleine régression notoire de la démocratie dans le monde, à en croire le dernier rapport IDEA. Sont invités à ce premier sommet de l'ère Biden 110 pays. En autre absence de taille au registre des États africains attendus, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Non-invitation du Bénin au sommet des États-Unis sur la démocratie. Quel sens est porté? Le débat, tout de suite et maintenant. Nos invités, Médard Moncel, juriste, il est le directeur de CAGERS. Il pourra être des nôtres au fur et à mesure de l'évolution de cette émission. En face de lui, déjà, sur ce plateau, Landry Angelo Adelacou, juriste, il est consultant en droit humain. Landry Adelacou, bonjour à vous. Bonjour, cher Joël, bonjour à nos téléspectateurs et je dirais aux fidèles téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Oui, un sommet sur la démocratie à l'initiative des États-Unis, c'est un fait. Et le 9, tous auront le regard tourné vers le pays de l'oncle Sam. Angelo Adelacou, l'initiative d'abord en elle-même, quel intérêt revêt-elle? Oui, je pense que l'initiative, il faut la placer sur le terrain de la promotion de la démocratie dans le monde et également en voyant cet État qui prend l'initiative, les États-Unis, et donc première puissance du monde, nous pouvons comprendre effectivement la logique qu'il y a derrière parce que les États-Unis sont quand même réputés comme étant un État de démocratie et donc quand vous êtes grande puissance comme les États-Unis, et il va sans dire que vous avez quand même votre mot à dire dans la conduite à tenir sur la scène internationale et donc dans l'orientation et des différents sujets qui quand même intéressent les États du monde. Et donc, c'est dans cet esprit qu'il faut inscrire et cette initiative. Et aussi, il faut regarder un peu plus proche pour comprendre que le président Biden a déjà pour les campagnes présidentielles, avait promis et cette démarche-là pour la restauration, pour la promotion de la démocratie dans le monde. Et il avait promis cette rencontre et aujourd'hui, organiser cette rencontre le 9 et 10 décembre, c'est le respect d'un engagement, le respect des engagements pris lors des campagnes présidentielles dans son pays. Et donc, il faut circonscrire l'initiative dans la promotion et après aussi dans le jeu des intérêts des États-Unis d'Amérique qui veulent bien quand même être le porte-flambeau de la démocratie dans le monde. Porte-flambeau de la démocratie, à quelle fin? En entendant de répondre à cette question dite, possible d'établir de parallèles entre la publication de ce fameux rapport IDEA qui constate que la démocratie aura vraiment reculé de par le monde, et puis l'agenda qui se tient quelques semaines juste après. Oui, je pense qu'il serait peut-être difficile d'établir un lien direct, mais on ne peut pas perdre de vue que quand même il y a eu l'IDEA qui a sorti un rapport, et lequel rapport d'ailleurs même épingle les États-Unis comme étant, en tout cas pour une première fois, sur la liste des pays où la démocratie est en recul, donc en chute. Et donc, lier les choses, oui, c'est bien possible, mais après aussi, comme je l'ai dit, quand on remonte, on voit que c'est une initiative, c'est quelque chose qui avait été déjà pensé, parce que les grandes puissances ont cette facilité, ou bien je dirais cet atout de pouvoir anticiper, de faire des lectures approfondies, de voir un peu là où nous partons, là où le monde va. Et donc, le président Biden, alors candidat, avait déjà vu que nous sommes dans une crise de démocratie qui ne date pas d'aujourd'hui, et quand vous êtes déjà dans cette approche, dans cette conception des choses, il va de soi que vous puissiez proposer quand même des mesures pour peut-être atténuer la situation. Et après, il y a eu dans la foulée le rapport de l'international IDEA qui est sorti et qui effectivement a montré ou est venu confirmer ce que nous observons sur la scène internationale, confirmer ce que nous observons dans nos pays africains, au Bénin, un peu partout dans le monde, et que nous sommes en chute libre, en recul. Et donc,
en tant que peut-être État avant-gardiste des questions et des droits de l'homme ou de démocratie, il quand même fallait jouer un rôle de premier plan. Et je pense que c'est peut-être dans ce cadre qu'il faut l'inscrire. Mais après, il faut aussi considérer qu'après un tel rapport et après les engagements pris lors des campagnes, et vu ce qui se passe un peu, tant en Afrique qu'en Europe, ou bien même encore au Moyen-Orient, et les États-Unis avaient quand même intérêt, du point de vue des intérêts, des enjeux sur la scène internationale, de se prononcer, de se positionner, parce qu'après, vous allez voir les États qui sont invités. Donc, il y a également des enjeux d'intérêt. Enjeux d'intérêt. Alors, il y a une préoccupation aussi qui retient l'attention, qui ne date pas de maintenant. Un sommet autour de la démocratie, à un moment où les réflexions sont très accrues autour de la problématique démocratie et développement. Pour certains, il faut y aller. Et si on veut atteindre le développement, il faut commencer par oublier un peu la démocratie. Quel est l'intérêt de ce sommet dans un contexte comme cela? On a pratiquement 2 écoles désormais. Ah oui, désormais, vous l'avez constaté par vous-même. Il faut dire que c'est aussi cela, hein, les questions d'approche de droit ou de conception. Donc, comme on dit, il y a 1000 vérités. Il y a 1000 vérités. Donc, nous pouvons comprendre ceux-là qui pensent qu'il faut mettre en veilleuse les questions de liberté, les questions de démocratie, les questions d'état de droit et donc passer au développement qui, pour eux, serait la réalisation des questions économiques et la construction des infrastructures, comme nous le constatons dans certains pays, dont le Bénin. Et c'est normal, on peut essayer de comprendre. Mais si aujourd'hui, un tel sommet intervient dans ce cadre, vous pouvez déjà comprendre que l'humanité a compris désormais que nous sommes en train de virer vers le rouge. Parce que désormais, ce courant qui jadis était partagé par quelques gouvernants qui, une fois omnibulés par le pouvoir, la puissance publique, pensent que oui, il faut tout mettre à plat et puis foncer tout droit, est aujourd'hui en train de faire son chemin dans les cercles de réflexion les plus avancés, les plus poussés. Et quand vous êtes dans telle situation, il est important que vous puissiez aussi essayer de, contre-attaquer, parce que si vous laissez le terrain libre à cette philosophie qui est en train de prendre un peu plus de proportion, donc de façon exponentielle, est en train d'évoluer. Et là, vous serez certainement surpris de voir qu'un beau matin, vous n'avez plus rien de ce que c'est que la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme et tout. Et donc, il faut comprendre un peu dans cette approche, il faut comprendre que les États-Unis ne sont pas dans une approche développementaliste. Et donc, cette approche-là qui consiste à vouloir tout mettre en berne et puis foncer tout droit et parce que nous voulons satisfaire des questions qui, effectivement, sont des questions de développement. Mais après, le développement serait-il seulement la construction des infrastructures, la réalisation de prouesses économiques et donc le passage d'un taux de croissance à un chiffre, à un taux de croissance à 3 ou 2 chiffres, 3 chiffres si ça existe. Est-ce que c'est cela le développement? On verra que non, parce que quand on va interroger un peu l'histoire de certains pays, on peut même prendre la Libye, qui aujourd'hui est, un état de non-droit, carrément, même si on peut voir que dans une autre analyse, il y a eu des mains derrière ce qui s'est installé en Libye. Mais il faut comprendre que les gens n'ont fait qu'exploiter l'absence de démocratie, l'absence de liberté. Et puis, parce qu'après, on a constaté qu'en Libye, quand même, les gens vivaient quand même au-delà du seuil de pauvreté que nous avons dans l'Afrique de l'Ouest, par exemple, dont les gens étaient, du point de vue peut-être financier et autres, un peu plus à l'aise. Mais il se fait que c'était aussi l'approche développementaliste de la démocratie, des droits de l'homme et bien d'autres. Et donc, dans ce contexte, il est important qu'on puisse essayer de situer les responsabilités, qu'on puisse essayer de revoir. Et vous allez voir, entre autres objectifs de cette initiative, c'est que les États-Unis disent que ce sommet vise à faire la promotion des démocraties au détriment des autocraties. Et c'est ça, c'est bel et bien précisé. La promotion des démocraties au détriment des autocraties. Et on l'a constaté, je vous l'ai dit, même en Europe, il y a des États aujourd'hui qui sont suffisamment sur les feux de la rampe ou bien sous les feux de la critique. Et donc, on peut peut-être citer la Russie aussi, qui, il ne faut pas l'oublier, la Pologne également, la Hongrie. Et donc, il y a assez d'États, la Turquie. Et donc, ce n'est pas seulement les États africains, mais c'est le monde entier qui, aujourd'hui, même en Amérique, on pourrait citer le Brésil et bien d'autres. Donc, c'est le monde entier qui semble virer vers cette idéologie, une idéologie qui ne nous arrange pas, qui ne garantit pas les libertés individuelles, les libertés collectives et qui ne garantit pas l'état de droit et bien d'autres. Et donc, il est important aujourd'hui que
les États-Unis, première puissance du monde, et d'ailleurs une puissance qui est considérée en droit international comme étant celle-là même qui fait le droit international. C'est vrai, après, il y a d'autres acteurs également comme la Chine et puis quelques grandes puissances comme la Russie qui aussi essaient de jouer en contrebalance, mais fondamentalement, on a souvent tendance à croire à tort ou à raison que la volonté des États-Unis sont en réalité ce que nous considérons comme étant le droit international. En tout cas, oui, on y est dans ce Ghouta-là. M. Landry, Adélacou, vous l'avez dit, c'est un sommet très ouvert, mondial, il faut le souligner. Sont attendus à cette rencontre 110 pays, dont pratiquement la quinzaine, parlant des États africains. La surprise aurait été l'absence d'un certain nombre de pays. Parlant de ces pays, il y a le Bénin. Quelle est l'analyse que vous faites ? Je pense qu'effectivement, quand on connaît le passé de notre pays, le Bénin, réputé exemple de démocratie et sur le continent et peut-être aussi à travers le monde, et avec cette conférence des forces vives de la nation de 90 qui a quand même ouvert le bal à d'autres conférences sur le continent, en l'occurrence en Afrique noire francophone. Et on peut effectivement s'étonner, on peut même être un peu choqué de ne pas voir le Bénin. Mais je voudrais juste placer... Un peu ou beaucoup? Parce qu'en posant la question du Bénin, il faut préciser que le Bénin n'a pas été seul État absent. On le notait déjà en introduction, il y a le Togo, la Côte d'Ivoire. Ah oui, et je pense que même en citant ces pays, ça va nous permettre peut-être de mieux apprécier le Togo, la Côte d'Ivoire, ouais. Et ces pays sont dans la même catégorie que le Bénin. Et donc vous savez, on peut. Vous affirmez que... Oui, le Bénin, vous savez, d'abord quand on prend le Togo et le Bénin, si ce n'est pas les questions d'ouverture de régime politique et autres, vous savez, le Bénin, le Togo, il n'y a pas une grande différence, en tout cas en ce qui concerne les cultures, le peuple et autres. Et même pareil aussi avec la Côte d'Ivoire, vous savez, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique, c'est le même continent. Mais après, aujourd'hui, quand vous prenez les options, quand on prend la nature de ce que nous avons comme régime politique ou bien de ce que nous faisons, mais nous ne sommes pas différents du Togo, de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans la même école et c'est la même politique qui est mise en œuvre dans ces trois États que vous avez cités. Nous sommes dans la même approche et c'est l'approche dont vous avez parlé tout à l'heure qui vise à mettre les droits et libertés en veilleuse et puis foncer tout droit parce que nous estimons que nous voulons construire des infrastructures, parce que nous estimons que le pays est en retard et donc cela se passait au Bénin et au Togo depuis des années. Vous savez, le Togo a toujours été ainsi. Le Togo a toujours été ainsi, déjà même au lendemain des indépendances. D'ailleurs, le Togo a obtenu les indépendances dans des situations pareilles. Et vous savez ce qui est arrivé au premier président et Olympio. Donc, depuis lors, il y a des mailles. Et puis après, vous avez vu comment son fils est venu au pouvoir. Vous vous souvenez que le président de l'Assemblée nationale à l'époque s'était venu se réfugier ici au Bénin. Vous vous souvenez des conditions dans lesquelles il a été obligé de déposer sa démission. Et vous savez qu'avec le président fort depuis des années, vous savez ce que ça veut dire. On révise la Constitution quand on veut pour se maintenir au pouvoir. Elle est toujours là. Dieu seul sait. Je pense que ça doit être en 2036 par là, il va quitter. Bon, donc vous savez un peu, c'est ça. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, vous connaissez l'histoire également de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays, mais bon, depuis les indépendances, c'est un pays qui a connu assez d'instabilité. Et après, avec les événements de 2010-2011, vous avez vu, avec le président Ouattara qui était obligé aussi de faire un coup d'État constitutionnel pour pouvoir quand même aller à un troisième mandat qu'il a considéré comme étant le premier mandat de la Nouvelle République. Et donc, vous voyez un peu avec des emprisonnements politiques aussi, ce n'est pas loin du Bénin. Donc, au Bénin, vous avez quand même un pouvoir qui est en place depuis 2016 qui nous a montré que nous sommes dans une nouvelle dynamique qui n'est plus la dynamique d'avant où les libertés étaient vraiment promues, où les gens avaient quand même un certain nombre de droits qui pouvaient être garantis. Vous avez vu avec les limitations de la liberté d'aller aux grèves, par exemple. Donc, vous savez, on ne va pas revenir un peu sur ce que nous savons, sur le tableau que nous connaissons déjà et dont les rapports existent. Vous connaissez les rapports du Bénin avec les juridictions supranationales. Vous avez vu également avec la création de certaines juridictions ici. Vous avez vu un peu avec le nombre de compatriotes qui sont à l'exil. Vous avez vu également avec le nombre de personnes qui sont aujourd'hui derrière les barreaux. Et heureusement, il faut remercier ceux qui nous gouvernent pour cela, que certains ont commencé par recouvrer leur liberté depuis quelques temps. Et donc, par vague, nous espérons que ceux qui restent également vont essayer de recouvrer leur liberté et que les principaux, surtout les principaux prisonniers politiques également vont, certainement, au détour de leur procès qui est annoncé pour les
les quelques jours vont également recouvrir leur liberté et que enfin on pourrait citer le Bénin comme étant exemple de démocratie comme j'ai dit. Donc voilà un peu quand on parle du Bénin. Donc je disais que quand nous considérons l'esprit dans lequel l'initiative a été organisée, on peut être un peu choqué. On peut être un peu choqué parce qu'il ne faut pas perdre de vue, il faut être un peu objectif pour comprendre que nous sommes sur le terrain des intérêts du droit international des intérêts. Et donc ce n'est pas parce que le Bénin n'est pas invité qu'en réalité, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo ne sont pas invités, qu'en réalité, ne sont pas des exemples de démocratie. Ce n'est pas nécessairement cela, parce que nous sommes sur le terrain du droit international, sur le terrain des intérêts. Ce sont les États-Unis qui organisent, et donc les États-Unis invitent les États qu'ils estiment être dans la ligne, et donc dans leur canevas, dans leur grille de notation à eux. Donc ça peut être aussi subjectif, mais seulement qu'ici, et nous pensons au regard des données que nous avons et de l'analyse que nous faisons, que ce n'est pas subjectif. Donc ce n'est pas subjectif parce que quand vous prenez en Afrique, il y a des États qui y vont. Et le Bénin peut être un peu frustré de voir un État frère, un État ami comme le Niger, être invité pendant que le Bénin n'est pas. Est-ce que le Niger qui est invité, on dira que c'est injuste? Non, je pense que ce n'est pas injuste. Vous avez vu, le Niger a donné l'exemple avec l'alternance qu'il y a eu et avec le tout nouveau président. Vous voyez un peu comment les choses se passent un peu depuis quelques temps. Et donc, c'est un exemple. Et la RDC également qui, quand même, sera présente et tout. Donc, après, il y a le Nigeria, il y a tout ça. Donc, il y a des États comme le Bénin qui n'y seront pas. Il y a des États peut-être aussi comme l'Éthiopie. L'Éthiopie qui n'y seront pas. Vous savez, ce qui est en train de se passer en Éthiopie avec la rébellion et les gens du Tigré. Donc, vous voyez un peu, quand vous prenez les données, vous vous rendez compte que les États qui n'ont pas été invités, effectivement, sont des États à qui, ou quand même, on peut reprocher un certain nombre de reculs en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l'homme, la promotion de la démocratie et l'effectivité de l'État de droit. Et donc, le Bénin, avec tout ce qui s'est passé depuis 2016 dans notre pays, le Bénin se retrouve effectivement dans cela. Je pense que avec l'ouverture que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir une certaine accalmie, ça il faut le reconnaître, et nous souhaitons que l'accalmie soit quand même encore avancée. Je pense qu'avec cette accalmie que nous sommes en train d'avoir, avec cette volonté de libérer les compatriotes injustement arrêtés et jetés en prison, je pense que si nous continuons ainsi, le Bénin peut avoir une chance d'être représenté dans un an et au second sommet qui aura lieu, parce que le président Biden l'a dit, c'est un premier sommet, il y aura dans un an au plus tard un second sommet, et je pense que si le Bénin continue de faire des efforts conséquents tels que ceux qui nous gouvernent l'ont démarré depuis quelques mois, depuis quelques semaines, le Bénin pourra aussi s'asseoir à la table des grands États qui, quand même, et aujourd'hui font office de modèle de démocratie dans le monde. Et je l'ai dit, et ça c'est pour le niveau Afrique. Quand vous allez au niveau des États européens ou même du Moyen-Orient également, vous voyez qu'un État comme la Pologne, par exemple, n'est pas invité. Et parce qu'aujourd'hui, la Pologne également est dans une approche comme l'approche du Bénin. Et même quand vous prenez le Conseil constitutionnel polonais, le Conseil constitutionnel polonais est en train d'adopter une démarche comme la démarche qu'a adoptée ou qu'adopte la Cour constitutionnelle béninoise. Et donc, vous voyez un peu le jeu de similitude entre les États. Ça fait que la Pologne n'y est pas. Et donc, ça fait qu'il y a peut-être aussi des États comme la Hongrie, comme je l'ai dit, dont le premier responsable est controversé également, qui n'y est pas. Et il y a quand même d'autres États, comme la Chine et la Russie. Oui. Mais si, avant d'évoluer un peu plus, on se rappelle que le 23 avril dernier, le chef d'État du département d'État américain, pour être plus précis, Ted Price, parlait du Bénin qui a pris des options qu'il va falloir revisiter et faire en sorte que ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des élections puissent recouvrer leur liberté. Lorsqu'on prend cet élément que beaucoup ont qualifié d'élément interpellatif, et on voit un peu ce qui se fait aujourd'hui en termes d'efforts, pour reprendre vos expressions, est-ce que c'était pas ou ce n'est pas déjà un signal qui pourrait compter dans le choix des États qui pourraient se retrouver autour de cette table, et donc l'invitation du Bénin? Oui, je pense qu'il revient aux États-Unis d'apprécier. Ce sont les États-Unis, comme je l'ai dit, ce sont les États-Unis qui organisaient le Bénin aussi. Pourquoi est-ce que les États est-ce que ça pouvait pas être, est-ce que ça ne pouvait pas être un signe d'encouragement pour permettre à l'État d'aller
mieux de l'avant. Oui, ça pouvait être un signe d'encouragement, mais lorsque vous faites la lecture, vous vous rendez compte que les 110 États et territoires, on va dire territoires parce qu'il y a le Taïwan qui est invité, qui n'est pas un État. Bon, la Chine estime que c'est un territoire qui relève d'elle. Donc, quand vous prenez les États qui sont invités aujourd'hui, c'est-à-dire nous ne sommes pas en présence des États qui sont dans l'à peu près, qui sont dans une démarche asymptotique, c'est-à-dire qui sont en train de tendre vers la démocratie ou qui sont en train de renouer et progressivement avec la démocratie. Nous sommes en présence des États dont les États-Unis estiment qu'ils ont des éléments qui confirment leur bonne santé démocratique, leur bonne santé en ce qui concerne l'état de droit. Et vous voyez un peu, aujourd'hui, le Bénin est sorti, ça c'est clair, le Bénin est sorti de l'état de droit et de la démocratie comme modèle, et le Bénin est en train, depuis quelques semaines ou quelques mois, comme on l'a vu, est en train de revenir, donc est en train de respecter un peu cet élément interpellatif dont vous avez parlé. Et donc, les États-Unis, n'ayant pas invité, quand vous prenez les États, je dis bien quand vous prenez les États, n'ayant pas invité des États qui sont en train de faire un effort pour revenir, ou des États qui n'y sont pas du tout, il est difficile d'inviter des États comme le Bénin, le Togo, à venir s'asseoir avec les autres États. Si c'était que nous avons des États qui faisaient des efforts de retour à la démocratie et aux valeurs de l'État de droit, si c'était que nous avions des États qui n'y étaient pas du tout, on pourrait comprendre l'invitation du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et bien d'autres. Parce que là, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on aurait pu inviter des États comme le Bénin, des États qui ne respectent plus rien en termes de démocratie et d'état de droit, pour leur réinculquer les valeurs même de la démocratie, pour leur ramener, pour les inviter davantage à retourner à la démocratie, à l'état de droit. Vous voyez, on aurait pu faire ce choix. Mais quand nous observons, c'est que les États-Unis n'ont pas fait ce choix. Moi, j'aurais aimé personnellement que ce soit ce choix parce que les États dans lesquels la démocratie est en mal, les États dans lesquels l'état de droit est en mal, j'estime que ce sont ces États-là qui doivent venir s'asseoir, peut-être même avec les autres États, et en apprendre davantage avec eux pour leur faire comprendre que vous n'avez pas intérêt à abandonner le chemin de la démocratie ou de l'état de droit. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont invité les modèles de démocratie et d'état de droit, selon eux, à s'asseoir et discuter ensemble. Peut-être qu'après ce premier sommet virtuel, ils vont l'élargir maintenant aux États comme le Bénin, qui jadis étaient des États de démocratie, d'État de droit, et qui, à un moment donné de l'histoire de leur pays, ont senti le besoin de sortir de cette classe, de cette école, pour aller expérimenter autre chose, mais qui, finalement, ont compris qu'ils doivent faire un retour à la démocratie, à l'État de droit. Et donc, c'est en fonction de la catégorie des États qui sont ciblés, qu'on pourrait dire que oui, le Bénin, parce que le Bénin, depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, est en train de faire un effort, on pourrait inviter le Bénin à s'asseoir. Mais ce qu'il faut juste reconnaître, c'est que cette non-invitation du Bénin à la table des grands États, quand même doit être une leçon pour nous tous, parce que 110 États et territoires, alors que nous faisons à peine 193, 198 dans le monde, je pense que c'est inquiétant. Nous sommes largement au-dessus de la moitié, et que aujourd'hui notre pays n'y figure pas, cela doit pouvoir nous inquiéter. Je voudrais préciser que je ne suis pas là pour faire une analyse de panafricaniste et consorts. Non, je suis là pour faire une analyse au regard des règles de la démocratie et de l'état de droit. Je suis d'accord que certains nationalistes ou micro-nationalistes vous diront oui, si les États-Unis ne nous invitent pas, que cela ne nous fait rien. Ça, c'est vrai. Tout le monde peut le dire dans sa chambre. Mais ici, nous sommes en train de parler des principes et des critères de l'état de droit, des principes et des critères de la démocratie. Et également, il faut reconnaître que ce sont des principes et des critères qui jouent dans, quand même, ça, on ne va pas trahir les secrets, qui jouent dans les aides que nos États sont en train de glaner par-ci, par-là, et après, certains viennent jouer aux États souverains, ce qui est aussi vrai. Mais il faut s'inquiéter chaque fois que notre État n'arrive pas à s'asseoir et au niveau des grandes nations. Et après, ce qui confirmera que le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire n'ont vraiment pas leur place là, c'est que vous allez voir que des États comme l'Arabie Saoudite et également n'y sont pas. Vous voyez, donc des États qui quand même sont des alliés des États-Unis. Donc, n'y sont pas. Et le Qatar, il n'y est pas. Donc, il y a des États, effectivement, qui sont même l'Égypte, qui est quand même un allié, qui est un allié également des États-Unis, et allié arabe des États-Unis, n'y est pas. Donc, il y a tellement des États qui sont des alliés des États-Unis, même la Turquie, qui est partenaire des États-Unis. Ceux qui n'y sont pas doivent revoir le copie, c'est cela. Absolument. Parce que ceux qui n'y sont pas, quand on prend la Turquie. La Turquie n'y est pas. Et on sait avec... Est-ce qu'on peut comparer le Bénin à la Turquie ?
Non, je pense que je ne suis pas trop alarmiste pour vouloir comparer le Bénin à la Turquie. Mais le Bénin également n'est pas quand même un modèle de démocratie à l'heure où nous parlons, c'est tout. À l'heure où nous parlons, justement à ce niveau, il y en a qui se demandent si au niveau du Bénin, on n'a pas manqué d'observer à la loupe les pas que pose le Bénin, en citant par exemple le Niger toujours et le Sénégal, les reproches souvent faits au Bénin pour apporter quelques propos de gens un peu remontés face à cette non-invitation. C'est qu'on a remarqué récemment qu'au Sénégal, il y a eu des arrestations qualifiées de politiques. Au Niger, on n'oublie pas l'affaire Mahamadou et vu sa suite. C'est vrai, l'élection s'est passée sans effusion de sang et autres, mais quand on a ces éléments, d'aucuns se demandent, est-ce que le Bénin est si loin de ces États ? Oui, je pense que la démocratie est un mal. Et ça, nous le disons depuis des années. Ce n'est pas seulement le Bénin. Ce n'est pas seulement le Bénin, c'est la plupart des États du monde. Et ce ne sont pas seulement les États du continent africain. Mais puisque nous sommes africains, nous faisons l'effort de ne parler que de notre continent parce que nous voudrions que les États de notre continent puissent quand même prendre le bon pli. Et puisque nous sommes béninois, nous allons davantage parler du Bénin. Quand on parle du Sénégal et du Niger, je pense qu'effectivement, la démocratie, elle est un mal au Sénégal et le Sénégal n'est pas une référence aujourd'hui. C'est comme le Bénin. Donc le Sénégal et le Bénin sont également des États qui sont dans la même situation parce que la démocratie, l'État de droit est un mal également au Sénégal. Le Sénégal qui jadis était un exemple de démocratie comme le Bénin ou avec le Bénin ne l'est plus aujourd'hui depuis des années. Et donc le président Macky Sall, je pense qu'il en est conscient et tout le monde le sait. Mais après, quand on prend l'exemple des arrestations, des mouvements, c'est vrai, il y a eu des mouvements d'humeur également et tout ça au Sénégal avec de cinglantes répressions. Il y a eu des arrestations, il y a eu des coups qui sont considérés comme étant des coups politiques également. Mais malgré cela, je pense que malgré cela, quand vous prenez les événements et vous prenez ce qu'il y a au Bénin, le Bénin est toujours en avance sur le Sénégal du côté négatif. Est-ce que vous voyez, du côté négatif, le Bénin bat encore un record parce qu'effectivement, il y a eu des situations également au Sénégal. Oui, peut-être même que le Bénin s'est inspiré de ce qui s'est passé au Sénégal en ce qui concerne l'arrestation du maire de Dakar, en ce qui concerne la situation de l'ancien président, son fils, Karim Wade et tout. Peut-être que le Bénin s'est inspiré de ce qui s'est passé au Sénégal, mais à l'arrivée, c'est que le Bénin a un peu devancé le Sénégal dans cela. Mais ceci étant, il faut reconnaître que le Bénin et le Sénégal, effectivement, moi, je les mets dans une même catégorie. C'est la même chose, les Sénégalais, bon, je ne dirais pas les Sénégalais peuvent nous faire des reproches, tout comme les Béninois peuvent faire des reproches aux Sénégalais, mais l'État du Sénégal ne peut pas faire des reproches à l'État du Bénin, tout comme l'État du Bénin n'a pas de leçon à donner à l'État du Sénégal, ils sont dans le même championnat. Quand vous revenez au niveau du Niger... Vous trouvez un championnat même pour ça? Oui, c'est un championnat, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, c'est un championnat, vous l'avez remarqué avec la CEDEAO, nous ne sommes pas là pour parler avec la CEDEAO, mais vous l'avez remarqué, vous observez les positions du Mali, de la Guinée, et vous observez les réactions de ces militaires qui sont au pouvoir et même du peuple aujourd'hui. Et donc, même quand le Bénin a été jusqu'à donner une leçon à la Guinée au niveau de la CEDEAO, exigeant le retour à l'ordre constitutionnel, vous avez vu. Donc, tout le monde sait qu'il y a certains États aujourd'hui qui sont dans le même championnat. Lorsque vous sortez du Bénin, tous les Africains aujourd'hui sont déçus par ce qui se passe au Bénin parce que les gens attendaient autre chose avec l'avènement du régime du système de M. Patrice Talon. Ben, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais on ne s'en plaît pas trop également. Donc, quand vous prenez maintenant le cas du Niger, oui, il y a la situation de Hama Amadou depuis l'ancien président Issoufou. Mais dites, depuis ce temps, vous avez cité ces situations. Quelles situations pouvons-nous encore citer? Au Bénin, vous revenez au Bénin aujourd'hui, vous pouvez faire toute une liste et citer environ 10, 20, 30 ou bien même 50 personnes. Et quand on vous dit que les gens sont suffisamment derrière les barreaux, ce n'est pas 2, 3 personnes. C'est vrai qu'on pourrait citer les têtes de pont, le professeur Frédéric Joël Aïvo, Madame Rekia Madougou, ancienne ministre garde des Sceaux, et tout cela. Mais après, il faut reconnaître que même les infractions qui sont reprochées à ces gens-là sont suffisamment graves. Ce n'est pas le cas avec l'opposant, l'ancien président Hama Amadou, à qui on parle de trafic, de trucs là, qui est sorti, on ressort, on remet. Vous voyez un peu, on le ressort, on le remet. C'est vrai que c'est des situations assez critiques, mais vous allez comprendre que là-bas, au moins, il y a eu des élections, il y a eu l'alternance au pouvoir, il y a eu quand même un président qui est là, qui essaie quand même de conduire à la destinée de son pays de façon un peu efficace. C'est vrai qu'il y a toujours des choses à reprocher, mais aujourd'hui, le Bénin n'a pas de leçon à donner à ces États. Le Bénin
Bénin ne peut pas, en termes de démocratie aujourd'hui, s'asseoir à la même table que le Niger, à part que le Niger est quand même confronté à des questions d'extrémisme violent depuis des années. Mais je pense que le Bénin aujourd'hui, ce n'est pas aussi peut-être, on ne soit pas alarmiste. Moi, je suis optimiste, je ne suis pas pessimiste, mais il faut reconnaître que le Bénin, notre État, a fait de suffisamment graves reculs ces dernières années, et les différents rapports, comme le rapport de l'IDEA, le confirment, et comme tous les rapports et toutes les relations que notre État a avec les institutions internationales, les institutions judiciaires au niveau supranational, confirment que notre État a désormais adopté une approche qui vise à ne rien respecter en ce qui concerne l'ABCD des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit, et même les décisions des juridictions supranationales et bien d'autres. Et c'est un peu triste et que l'on puisse voir le Bénin, notre État, dans une telle situation. Mais ce qui me réjouit et me rend un peu heureux, c'est que depuis quelques mois, et ça j'insiste et je remercie nos gouvernants pour cela, depuis quelques mois, nous constatons la libération en masse. En masse. Quand je dis en masse, je ne parle pas du mois. Et un effectif considérable de bien nombre de nos compatriotes qui avaient été arrêtés et jetés derrière les barreaux. Je voudrais espérer que même ceux dont les procès ont été d'une façon ou d'une autre programmés pour quelques jours sauront également recouvrer leur liberté après que ces procès-là auront eu lieu, et que ceux qui sont également derrière les barreaux, je veux parler d'autres personnes également, pourront également recouvrer leur liberté, et que finalement le Bénin aura vraiment renouer avec la démocratie, l'état de droit, comme jadis, comme cet état-là qu'on connaissait, et que finalement, dans un an, le Bénin pourra être représenté, peut-être pas à la voix de Madame la vice-présidente, puisque c'est elle qui, depuis quelque temps, est dans cette posture et a pris cette habitude de nous représenter à l'international, et donc le Bénin pourra être présent à ce second sommet sur la démocratie, qui, cette fois-ci, sera en présentiel aux États-Unis. Et donc, je voudrais encourager notre État à continuer à faire les efforts que nous constatons, à continuer également à permettre à ce que les voix discordantes puissent davantage et se faire valoir dans le pays. Ce sera important. Vous avez commencé donc par énumérer ce qui pourrait être fait pour remettre une certaine virginité à la douane du Bénin. On doit aller graduellement sur quelle piste? En priorité, si priorité il doit y avoir. Ah oui, la priorité, c'est celle sur laquelle nous sommes. Et ça, on le dit depuis des mois, c'est la libération des compatriotes qui sont derrière les barreaux. Et ils ont démarré. Ceux qui nous gouvernent, en tout cas, les pouvoirs, je veux parler de tous les pouvoirs que ce soit exécutifs, législatifs et judiciaires. Donc, moi, je les mets ensemble pour les féliciter. Donc, ils ont démarré, et donc, il faut continuer dans cette lancée. Il faut permettre à ce que ceux qui sont derrière les barreaux puissent recouvrer leur liberté, eux tous d'ailleurs. Il faut permettre à ce qu'on puisse réellement pacifier le pays. Et quand on aura fini de libérer tout le monde, et que nous sommes pratiquement dans le mois de décembre, et que ces gestes-là auront l'opportunité de fêter en famille, de retrouver leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents et amis. Et quand on aura fini de faire ça, il faudra aussi penser à prendre des mesures idoines. Et je pense que ceux qui nous gouvernent sont les mieux placés pour savoir quelles sont les mesures qui nécessitent d'être prises pour favoriser le retour de nos compatriotes qui sont en exil ou carrément se disent en exil. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous avons des compatriotes qui ne sont plus avec nous depuis des années. Il est important que ces compatriotes également puissent quand même revenir nous voir pour qu'ensemble, nous puissions fêter le 25 décembre et le 31 janvier et ensemble en famille, pour que même les gens du gouvernement ou même les gens de l'opposition, les gens de la société civile et vous-même les journalistes, vous puissiez nous inviter pour qu'ensemble, nous puissions nous asseoir et peut-être à la plage quelque part et nous amuser ensemble et dire que le Bénin, notre pays désormais, a retrouvé la démocratie. Vous êtes sérieux avec ce que vous dites là? Non, il suffit seulement de voir. Nos autorités ont compris. Ou bien vous n'avez pas compris que nos autorités ont compris. Ils ont compris. Vous ne voyez pas comment est-ce qu'on est en train de libérer les compatriotes. Ça, c'est des actes que nous saluons chaque jour qui passe. Et quand cela se passe, et que nous voyons qu'il y a un procès ou deux procès, ceux de monsieur le professeur Frédéric Joël Aïvor et madame Rekia Madou, qui sont programmés pour quelques jours, vous ne voyez pas qu'il y a quand même suffisamment de raisons d'être heureux et d'être optimiste. C'est que moi, je déduis que oui, on veut vite faire pour que ces procès-là aient lieu, pour permettre à ces pères et mères d'aller retrouver leurs enfants, leurs parents et autres, pour fêter en famille. Et donc, quand on aura fini de régler ces questions-là, et début décembre, et ça, 6 ou je ne sais, en tout cas début décembre, quand on aura fini de les régler, je suis certain, et ça, je veux croire, sauf si les autorités vont me mettre à mal, et dans ma posture, dans ma vision, dans ma conception des choses, je veux croire que quand on aura fini, ce sera cette fois-ci
démocratie, le tout de nos compatriotes qui sont un peu partout sur le continent, qui sont un peu partout en Europe ou en Amérique là-bas, qui sont en exil, ou si les autorités veulent, qui se disent en exil. Le plus important, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent plus retourner au pays depuis des années. Donc, les autorités vont prendre les mesures pour que ces gens-là puissent quand même revenir au pays et que leur sécurité soit garantie. Et quand on aura fini, c'est qu'on aura installé un climat qui permet aux fils de ce pays de se regarder droit dans les yeux, de se parler et de lever les quelques points de mésentente ou de désaccord qui existent et donc de régler ces questions-là pour que finalement l'on puisse faire face aux questions de démocratie, de liberté, d'état de droit. Donc quand on aura fini, et quand on a fini avec cela, maintenant nous allons essayer de revoir. Est-ce que les questions de liberté, telles qu'on est en train de restreindre les libertés depuis des années, environ 6 ans, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Je pense que c'est à cette occasion qu'on aura le temps de se dire, puisque en réalité, ceux qui nous gouvernent et ceux qui sont en exil un peu partout sont des amis. Et vous voyez, ce sont des amis, ils se connaissent très bien, c'est des gens qui se parlent, peut-être même qui se parlent alors que nous sommes ici à faire nos émissions, non, on ne sait pas. Et je suis certain qu'ils se parlent, ils n'ont qu'à continuer à se parler, et pour qu'ils puissent se dire que tel qu'on est en train de restreindre les libertés, tel que l'espace médiatique est en train d'être restreint depuis des années, ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on puisse trouver les voies et moyens, trouver les outils nécessaires pour quand même régler cette situation sans réellement aller encore vers d'autres compromissions pour l'État béninois, pour la nation. Et donc, quand on aura fini, vous allez comprendre avec moi et vous allez constater vous-même que le développement sera vraiment, comme ils l'ont dit, le développement, ça y est, et là, nous serons réellement en phase avec le développement et que même la situation des aspirants, et ça, il faut le dire, quand on aura fini, il faut régler la question des aspirants. Il faut revoir la situation de nos pères et mères et de ceux-là qui pensent que la question de l'emploi au Bénin continue d'être un luxe pour la plupart de nos compatriotes. Donc, il faut régler. Quand on aura fini de régler, vous allez voir que les différents rapports, les rapports qui vont sortir dès 2022, 2023, 2024 et 2025, et même 2026, les rapports qui vont accompagner le chef de l'État, M. Patrice Talon, et je dirais au repos, parce que là, il sera à la fin de son dernier mandat. Donc, les rapports qui vont l'accompagner... Il vous a dit que c'est son dernier mandat? Il ne s'agit pas... Non, il n'a pas besoin de nous le dire. Ça, c'est les tests qui le disent. Et lui-même, il le sait. Ça, c'est pas... C'est le second et dernier mandat. C'est ce que les tests disent. Ou bien, il y a autre chose? Et s'il y avait l'appel du peuple? Et non, la représentation nationale est pour le peuple. Il doit écouter la voix du peuple. Non. Il faut pas... Non, il n'y a pas d'amalgame. Il ne faut même pas rêver. Le Bénin est en train d'aller donner des leçons de démocratie et de respect de droits constitutionnels à la Guinée. Vous n'avez pas suivi? Nous sommes allés dire en Guinée que nous avons besoin de retour à l'ordre constitutionnel. Comment est-ce qu'un État qui donne des leçons, qui se permet de donner des leçons de démocratie et d'état de droit, de respect de la Constitution va se permettre? Non. Le chef de l'État, M. Patrice Talon, est clair. Il est à son second et dernier mandat. Et ce n'est même pas lui qui le dit. C'est la loi fondamentale sur laquelle il a été élu qui le dit. Et donc, on n'a même pas besoin. On n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un pour cela. Tout le monde sait. Quand il aura fini les 4 ans, quelques mois qui lui restent, il décède, c'est fini, quelqu'un d'autre prendra. Mais ce qu'il veut dire que on parle de démocratie, n'est-ce pas? Alors, la voix du peuple, vous la mettez où? Elle ne comptera pas quand, à terme, ce peuple constatera qu'il y a encore des choses à faire et que l'homme est suffisamment charismatique pour apporter d'autres touches. Lorsque le peuple constatera, parce que c'est aussi cela la démocratie, lorsque le peuple constatera que oui, M. Patrice Talon a encore suffisamment de chantiers à continuer et autres, il va juste simplement le prier de se mettre à côté et lorsqu'il sera à côté de continuer à conseiller ceux-là qui vont quand même le succéder. C'est ce qui se passe dans les grandes démocraties et c'est justement pour cela je dis que notre État a besoin d'être invité aussi à ce sommet de la démocratie parce que vous avez vu les États-Unis lorsque le président Trump a fini et qu'il a voulu faire du forcing, vous avez vu, c'est parce que nous étions ou bien nous sommes dans une démocratie vraiment solide et qu'il n'a pas pu contrôler et ceux-là, les juges que lui-même il a nommés au niveau de la Cour suprême. Et vous avez vu quand ces partisans ont pris d'assaut et la grande maison. Vous avez vu, donc, ça, ce sont les comportements, ça c'est la culture démocratique, ça. C'est la culture démocratique qui fait que, même que quelques individus se lèvent et estiment que oui, un chef d'État qui vient de finir des mandats que la Constitution, la loi fondamentale lui a conféré et donc il y a quand même des mécanismes qui permettent de dire non, oui, il faut aller à côté. Dans la démocratie, quand on aura fini, le président Patrice Talon sera une personnalité, une grande personnalité de ce pays. Donc il sera une icône. Donc il sera quand même celui-là vers qui ceux qui viendront vont se tourner pour prendre conseil, pour pouvoir mieux planifier les choses. Encore qu'un État, ce n'est pas la volonté d'un individu. Le chef de l'État aussi l'a dit plusieurs fois. Si nous devons considérer que parce que vous avez des chantiers à faire, c'est que M. Patrice Talon ne serait jamais venu au pouvoir.
parce que M. Boni Yayi serait encore là, parce qu'il vous dira qu'il doit continuer à faire. Et c'est cette philosophie de continuer à faire de la voix du peuple qui fait que dans certains États, vous avez des gens qui sont là depuis la nuit des indépendances ou bien depuis juste le lendemain des indépendances. Non, je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, il a dit plusieurs fois, non, on l'a suivi. Et j'estime qu'on peut toujours continuer à faire confiance au chef de l'État et à donner du crédit à ses propos. Et donc, sur cette base, j'estime qu'il est à son dernier mandat, il va finir dans 4 ans. Nous sommes là pour l'aider à bien finir, pour l'aider à bien démarrer le dernier mandat qu'il a démarré il y a quelques mois. C'est pour cela, nous disons, quand on aura fini de libérer les prisonniers politiques, ça c'est le premier niveau, il faut permettre aux exilés politiques également de revenir au pays. Quand on aura fini de régler ça, il faut penser à la question de l'emploi, à la question des aspirants, oui, au métier de l'enseignement, je pense, c'est comme ça on dit, les aspirants au métier de l'enseignement. Il faut penser également à ce que ça, c'est un point essentiel également, il faut penser à ce que les exactions, les exécutions, et ça je le dirais ainsi, les exécutions sommaires que nous constatons puissent quand même prendre fin. Parce que il n'est pas rare. Oui, il n'est pas rare. Lorsque vous captez votre chaîne ou bien vous êtes sur les réseaux sociaux, vous apprenez que oui, on vient d'abattre deux braqueurs, deux présumés braqueurs, ou bien on vient de neutraliser, on vient de... Non, je pense que le rôle de la police n'est pas d'aller abattre de présumés braqueurs ou de neutraliser. Si nous continuons ainsi, les gens risquent de nous neutraliser nous aussi un beau jour et vous diront que oui, voilà, parce que vous êtes de présumés braqueurs, c'est pour cela qu'on vous a neutralisé. Non, dans un pays sérieux, dans un état de droit. Ce sont des indices sur lesquels les grandes puissances comme les États-Unis se fondent pour inviter les États à venir s'asseoir pour parler des questions d'état de droit et de démocratie. Dans les pays sérieux, il n'y a pas de vindicte populaire comme on l'a constaté et comme on appelle à Parakou avec notre compatriote Père à son âme, Éloi Dogo. Il n'y a pas des exactions, des exécutions comme on le constate aujourd'hui depuis quelques temps, depuis quelques années je dirais, où du jour au lendemain on vous dit on a abattu, on a éliminé, on a fini. Non. Nous voulons que la police soit davantage professionnelle, que la police puisse réellement faire la lutte contre la sécurité en mettant la main sur les cerveaux, tous ceux-là qui sont mêlés ou de loin ou de près à des situations qui constituent quand même des entraves à l'ordre public, à la sécurité publique, et non qu'on vient nous dire qu'on a neutralisé, on a abattu, on a frappé, on a tué. Non. Je pense que ce sont des éléments sur lesquels le Bénin, notre État, a intérêt à agir, si tant est qu'il veut quand même dans un an aller s'asseoir également avec les 110 États ou peut-être même les 198 ou 193 États du monde pour parler des questions de démocratie et d'état de droit. Et je pense même que pour la diplomatie des droits de l'homme qui est engagée par notre État depuis quelque temps avec notre élection au Conseil des droits de l'homme, il est important que nous puissions quand même travailler à cela. Et l'autre chose également, c'est que ceux qui vont à ces sommets-là, quand même, ils reçoivent également des engagements à davantage faire la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Et donc, moi, en tout cas, je continue de militer pour que notre État puisse quand même être présent à toutes ces instances-là de consécration, de reconnaissance de l'état de la démocratie et de l'état de droit dans le monde. Vivement, oui. Demain se prépare tout de suite et maintenant. Et parlant de la démocratie, un certain nombre de leviers s'imposent, entre autres celui relatif à la liberté. Vous pensez qu'il faut travailler à ce niveau. Et quel autre levier faudra-t-il actionner et revoir, parlant des principes de la démocratie? Oui, c'est aussi la séparation des pouvoirs. C'est aussi la séparation des pouvoirs. Il faut que, déjà même à l'occasion des élections, je pense en 2023, qui auront lieu, il faudrait que notre pays puisse travailler à ce que nous ayons des élections qui ne ressemblent pas aux élections que nous avons eues depuis l'arrivée de M. Patrice Talon à la tête de notre pays, pour que nous puissions avoir des élections qui sont vraiment ouvertes, qui permettent le combat, qui permettent quand même la confrontation des idées, qui permettent quand même la représentation même des forces discordantes, donc de l'opposition et de tout le monde, pour que, au terme de ces élections, effectivement, ceux-là qui seront choisis soient véritablement représentatifs du peuple, et pour que le Bénin puisse retrouver ce que c'est que la démocratie, parce que dans la démocratie, on a également ce qu'on appelle la démocratie électorale. Et donc, dans cette démocratie électorale, il y a plusieurs principes à respecter, c'est l'intégrité, la transparence en matière électorale et bien d'autres règles. Et donc, il faudrait que notre État puisse travailler à avoir la transparence, l'intégrité. Cela passe par les lois. Donc, les lois électorales. Il faudrait que les lois électorales ne soient plus ces lois-là que nous avons vues depuis, je dirais, principalement 2019. Et donc, en 2019, nous avons vu avec les législatives, c'était pas bien. En 2020, nous avons vu, c'était pas bien. En 2021 également, il y a Rudy. Et donc, je voudrais que notre État puisse travailler à ce que les élections soient davantage inclusives désormais, qu'on ne profite plus des élections pour exclure des fils et filles de ce pays, qu'on ne profite plus des élections pour aller à des questions de nomination à la tête ou au niveau des institutions de la République.
historique. Et donc, quand on aura fini de faire cela, cela pourra garantir maintenant la séparation des pouvoirs parce qu'enfin, on aura des institutions de contre-pouvoir qui véritablement pourront jouer leur rôle. Et je voudrais également prier pour que notre État puisse continuer à avoir des institutions judiciaires réellement indépendantes qui assurent quand même la... Avant l'institution judiciaire, vous permettez, avant d'évoluer avec la question électorale et ce qui va avec, que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a l'une des pièces maîtresses qui participe au jeu de la transparence et autres, qui est pratiquement athée. Il s'agit de la confession de la LEI. La liste électorale informatisée sera ça désormais. Là-dessus, pensez-vous qu'il y a quelque chose déjà à faire? Ah oui, vous savez, c'est aussi cela quand on est en matière électorale. Quand on veut préparer les élections, ce sont sur ces détails-là qu'on joue. Parce que finalement, si vous ne jouez pas sur ces détails, vous allez vous surprendre et il y aura encore des frustrations. Et donc, il faudrait une démarche, je dirais, inclusive pour mieux comprendre comment est-ce que ça va se passer. Parce que si nous passons bon, il faut dire que c'est aussi l'appellation qui a un peu changé après avec d'autres réalités. Et donc, parce qu'on a fait le RAVI pendant le temps, dont la base de données a changé. Et donc, il faudrait que déjà le travail qui sera fait à ce niveau soit un travail participatif. Si le travail n'est pas participatif et que nous constatons que c'est ce que nous avons là qui représente toujours le pays, qui représente tout le peuple, et que c'est ceux-là qui vont encore s'asseoir et vous dire que oui, on a essayé de toiletter, voilà ce que nous avons retenu, il va se poser un problème. Parce que l'entente, l'accord de départ doit être déjà même sur la LEI. Et donc, il faudrait qu'on puisse s'entendre sur la liste électorale. Et si on ne s'entend pas sur la liste électorale, ça posera un problème parce qu'on estime que pour organiser la tricherie, on part généralement de la liste électorale et de tout ce qui va avec. Donc, il est important qu'à ce niveau, on puisse faire attention, travailler sur la liste électorale, travailler sur les lois électorales. Et quand on aura fini de le faire, on pourrait davantage renforcer la crédibilité, la confiance, le climat de confiance. Parce qu'on ne peut pas instaurer le climat de confiance en écartant les autres. Et c'est comme si on restait sur ce plateau entre nous deux et puis on essayait de retenir quelque chose qu'on vient, après on impose aux autres. Et puis après, les puristes du droit vont sortir et commencer par vous dire c'est la loi, c'est la loi, il faut respecter la loi. Non, il faudrait aussi, et ça me permet d'aborder une autre question, il faudrait également que les juristes également puissent faire un effort de comprendre que quand on parle des questions de démocratie, d'état de droit, on n'est pas là pour faire de l'interprétation, comment on interprète la loi, c'est la loi. Non, ça c'est comme le disait un éminent professeur, ça c'est le rôle des juristes du droit, c'est le rôle des positivistes, c'est le rôle des petits juristes comme il le disait, parce qu'il estime, ça je le cite, et en disant petit juriste, je l'ai cité, donc il estime que le rôle des juristes et de ceux-là, des grands juristes, c'est ce rôle-là qui vise à prendre de la hauteur par rapport au droit positif et donc de ce qui est écrit dans les textes qu'on balance pour faire croire aux gens que nous sommes dans un état de droit et pour aller au-delà. Et aller au-delà, c'est comprendre les principes de l'état de droit et de la démocratie, c'est comprendre que l'état de droit n'est pas un état du droit et que l'état de droit n'est pas un état de loi et que l'état de droit n'est pas un état légal. Et donc, c'est ça la nuance. Il faut comprendre et qu'on ne vienne pas nous dire après que c'est la loi c'est la loi c'est la loi. Non, ça c'est des analyses de petit niveau, ça. Alors, pour prendre de la hauteur, est-ce qu'à un moment donné, ça a manqué au niveau de ces juristes? Non, je ne voudrais pas me permettre ici de dire qu'à un moment donné, ça a manqué au niveau de ces juristes. Je vous l'ai dit, en droit, il y a des questions de courant. Donc, il y a les positivistes qui sont plus positivistes. Et donc, pour eux, la loi, c'est la loi, on applique. Ceux-là, ce sont ceux qui ont accompagné l'Allemagne nazie sous Hitler. Ce sont ces mêmes juristes qui ont accompagné, les dirigeants à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Ce sont ces mêmes juristes-là qui ont accompagné Mussolini en Italie à l'époque du fascisme. Ce sont ces mêmes juristes-là qui ont accompagné les gouverneurs de la Corée donc, à l'époque. Et donc, ce sont des positivistes, c'est-à-dire des gens qui sont accrochés à ce qu'a dit la loi. Eux, ils ne veulent pas savoir si l'institution qui a légiféré, qui a pris la loi, elle est légitime, si elle est légale, et si... Donc, il y a des critères de l'état de droit, des droits de l'homme et tout qui ont été respectés. Ce qui les intéresse, eux, c'est que nous avons un test, voilà ce que disent les tests, il faut appliquer les tests, et puis ça s'arrête là. Vous voyez un peu. Ça a de conséquences. Quand on procède ici, c'est cela. Vous voyez, donc pour eux, c'est ça. Donc la légalité. Il faut respecter la légalité pure et due. Point. Mais les autres juristes, qui également, il faut le dire, relèvent d'un autre courant, estiment que on ne peut pas, en tant que juriste, se limiter à ce que dit la loi, parce que vous, votre rôle en tant que juriste, c'est de questionner le droit. Et c'est ce que dit Montesquieu dans l'esprit de loi. Vous dites, il faut questionner, il faut aller voir l'esprit des textes. Il faut aller loin. Et c'est ce que nous enseigne également Antigone de Sophocle, tout même la désobéissance civile. C'est de là qu'on part. Donc, il ne faut pas se limiter à ce que dit les textes. Si on se limite à ce que dit la loi, aujourd'hui, je vous dis, si on devait se limiter à ce que dit la loi, peut-être qu'on ne sortirait même pas les gens de prison.
Mais c'est ça, parce qu'au-delà de la loi, il y a d'autres principes. La loi à elle seule n'est pas la justice. La loi n'est qu'un des instruments qui concourent à la mise en œuvre, à la réalisation de la justice. La loi, c'est un instrument. La loi n'est pas le droit. La loi est un instrument. Quand on parle de droit, la loi est un. La loi, il ne suffit pas de dire que c'est la loi. La loi, au-delà de la loi, il y a d'autres choses. Il y a l'équité, par exemple, comme principe. Et donc, c'est pour cela, nous, qui est la posture qui est la mienne, c'est d'inviter les gens à ne pas aller s'asseoir seulement sur la loi, légiférée, adoptée par un parlement que tout le monde sait, pour venir nous dire que nous sommes dans un état de droit. Ce faisant, nous ne sommes pas dans un état de droit, mais nous sommes dans un état du droit. Parce qu'en réalité, le territoire sur lequel on parle de l'égalité de loi et de loi, effectivement, il y a un droit. Et le droit qui existe n'est pas un droit en conformité avec les principes, l'ABCD de l'état de droit. Et donc, vous voyez, si on doit être puriste du droit, on vous dira tout simplement que l'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, était un état de droit. Et on vous dira que l'Allemagne nazie sous Hitler était un état de droit. On vous dira que la Corée, qui a été finalement frappée, la frappe de Nagasaki et Hiroshima, était un état de droit. On vous dira que l'Italie était un état de droit. Mais en réalité, il y avait un droit dans ces états, mais un droit qui ne répondait pas aux règles ou aux basiques de l'état de droit. Et c'est à cet exercice que l'éminent professeur que je cite et qui parlait de petits juristes invitait les juristes en leur demandant d'aller au-delà de la légalité, d'aller au-delà des tests qu'on balance à tout le monde pour vous dire c'est la loi qui a dit, c'est la loi qui a dit. Parce qu'il a été constaté que quand on veut tricher dans la plupart des États, surtout les États autocratiques ou bien qui ont fait l'approche de la démocratie ou l'approche développementaliste de la démocratie et des droits de l'homme, on vient juste, on installe un organe soumis et on fait adopter par cet organe un test de loi et puis on revient après, on vous prend et on vous dit que c'est la loi qui a dit et que c'est la loi qu'on vous a appliquée. Donc voilà un peu la nuance que j'essayais d'apporter. Alors, vous étiez en train d'évoquer l'autre pilier, la justice. Oui. L'organe judiciaire. Vous voyez que donc, heureusement que notre développement nous y amène. Et donc, il faudrait que le pouvoir judiciaire soit réellement indépendant. Et ça, c'est un plaidoyer que nous lançons à ceux qui nous gouvernent. Je parle de tous les corps ensemble, l'exécutif, le judiciaire et le législatif, pour que les magistrats puissent quand même être davantage dans de bonnes conditions. Et quand je parle de bonnes conditions, c'est être exemple de toute pression, être dans des conditions, dans une autonomie financière, et donc en sécurité également pour pouvoir rendre la justice, puisque ça c'est leur office, donc pour pouvoir faire le travail pour lequel la nation a bien voulu qu'il soit là, qu'il soit à ces différents postes que nous connaissons. Et quand nous le disons, c'est que vouloir asseoir l'indépendance de la justice, c'est prier à ce que aucun pouvoir, même pas nous autres qui nous revendiquons d'une façon ou d'une autre de la société civile, ne puisse faire pression sur les détenteurs du pouvoir judiciaire pour dans quel dossier que ce soit. Et donc nous allons demander la même chose avec le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et législatif également, pour que effectivement le pouvoir judiciaire soit davantage indépendant. C'est vrai que du point de vue organique et donc du point de vue des tests, ils ont cette indépendance-là, mais nous voudrions que cette indépendance-là puisse davantage être renforcée, et nous voudrions que également même du point de vue des tests, et que cette indépendance-là puisse quand même être davantage renforcée au niveau de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, pour que le président de la République et ses ministres puissent quand même faire l'effort de sortir de ce conseil désormais, parce que aller s'asseoir dans un conseil qui vise à organiser la carrière des magistrats et prendre des mesures disciplinaires, je pense que ce n'est pas suffisamment bien. Et ça, par exemple, le candidat Patrice Talon l'a compris, il avait dit, et donc en proposant la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, il avait souhaité que le président de la République puisse quand même sortir de ce conseil. Bon, ça, il faut dire que c'est le président Boni Yayi qui était là quand lui, il était candidat, mais après, quand il est venu, on a vu que lui-même, il a encore renforcé un peu la présence des halogènes. Donc, il est important qu'on puisse le faire. Et renforcer l'indépendance de la justice, c'est également garantir l'ABCD du droit d'accès à la justice, qui voudrait que l'on puisse quand même garantir les principes directeurs aux principes et au procès civil ou au procès pénal également. Donc, les questions de transparence et du respect du droit de la contradiction, du droit de la défense, de la transparence dans la décision de justice, et cela permettra de renforcer la crédibilité du pouvoir judiciaire par rapport aux citoyens
il faut le dire, c'est une crédibilité qui, depuis quelques années, est beaucoup ternie par les différentes décisions auxquelles nous assistons, que nous lisons, que nous voyons. Et donc, je pense que quand on aura fini de le faire, maintenant, on peut se retourner du côté du pouvoir, je dirais, d'un autre pouvoir, et bon, pas un autre pouvoir, d'un autre organe, qui est un organe suprême également, la Cour constitutionnelle. Et nous allons prier que la Cour constitutionnelle puisse davantage travailler à raffermir son autorité, à raffermir sa crédibilité en ce qui concerne les différentes décisions qu'elle rend, pour qu'elle puisse retrouver et convenablement cette crédibilité qu'on lui connaît de par le monde et qui est en train de prendre des coups depuis des années. Et ça également, il faut le reconnaître, ce n'est pas seulement sous ce régime, ça a toujours été un peu ainsi avec les juridictions constitutionnelles, parce que les juridictions constitutionnelles ne sont pas seulement, du point de vue juridique, ce ne sont pas seulement volet droit, mais il y a également le volet politique, parce que la Cour, partout ailleurs dans le monde, la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel est une juridiction à cheval sur le droit et la politique également. Et donc, il faudrait que la Cour constitutionnelle également puisse travailler, parce que dans la plupart des États, lorsque l'indépendance des institutions devient problématique, lorsque le pouvoir législatif tend à devenir la ramification ou l'extension du pouvoir exécutif, c'est le pouvoir juridictionnel, donc la Cour constitutionnelle, qui vient un peu pour remettre les pions à leur place. Et donc, nous voudrions que la Cour constitutionnelle puisse davantage continuer à faire ce travail-là. Et je pense que quand on aura fini de le faire, nous aurons des institutions de la République réellement indépendantes, des institutions de contre-pouvoir qui feront leur travail, et on pourra faire l'effort désormais en tant que citoyen à avoir de nouveau confiance en ces institutions-là. Donc, c'est très important. Quand on aura fini de le faire, je pense qu'on aura véritablement instauré un climat de paix, un climat de quiétude, un climat de convivialité, d'harmonie, un climat qui favorise réellement le développement et le développement économique. Alors, pourquoi tant d'attachement à la démocratie? Je rapporte un peu les propos du chef département d'État américain, Ned Price, qui stipulait plutôt que le renouvellement de la démocratie pour le gouvernement Biden-Harris constitue un préalable indispensable pour pouvoir relever, comme cela se doit, les défis de notre époque. Le lien est clair. Vous savez, quand nous sommes en train de parler de plusieurs sujets, on pouvait faire le lien avec d'autres, et je dirais d'autres sujets connexes. La démocratie, il y a un sujet dont je n'aime pas parler souvent. La démocratie n'est peut-être pas totalement aussi meilleure que cela, mais c'est le meilleur. Mais c'est le meilleur. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que la démocratie. Parce que la démocratie, vous allez faire le lien avec la montée de l'extrémisme violent. Les frustrations qui naissent de l'approche ou de la volonté des gouvernants à adopter d'autres styles de gouvernance créent ce que nous constatons, l'extrémisme violent, le terrorisme et bien d'autres. Vous allez voir que ce sont les frustrations, et nous avons connu au Bénin, vous avez vu également le Bénin, lorsque le Bénin a préféré basculer, on a vu, même si nous pouvons peut-être dire que ceux qui ont manifesté pour la plupart aussi, peut-être ça, je ne sais pas, peut-être ils ont été motivés par des gens qui ont intérêt, donc des opposants au gouvernement en place. Peut-être, ça peut arriver, ouais, c'est possible, ce n'est pas à exclure, peut-être. Mais les gens n'agissent que sur la base des frustrations des gens. Et c'est pareil pour les entreprises criminelles ou encore pour les gens de l'État islamique et bien d'autres. Ils n'agissent que sur la base des frustrations. Parce qu'il y a un peuple frustré, on agit sur cette base pour remonter le peuple contre ses gouvernants. Et pourquoi la démocratie? On l'a vu, je vous ai parlé par exemple de l'Érythrée, et je dis, qu'est-ce que je dis? Ouais, je disais l'Érythrée. Non, l'Érythrée aussi a pris son indépendance suite à une situation. Et je parlais de l'Éthiopie, avec les gens du Tigré. Parce qu'on estime que oui, et nous sommes dans un pays où nous sommes frustrés, nos aspirations ne sont pas prises en compte. Nous avons vu avec Hong Kong et la Chine, lorsque le vent de démocratie a soufflé sur Hong Kong, nous avons vu. Donc, vous voyez un peu, et je vous ai donné un exemple. Lorsque, au Japon, je parlais du Japon lorsque je disais Corée et consort, Japon, Corée et consort, lorsque les gens sont instaurés la dictature pendant des années, et qu'on avait du mal à avoir accès à ces territoires, mais ça a donné quoi? Ça a donné ce que nous avons vu. Les gens ont dû larguer une bombe dans ces territoires. C'est ça l'histoire. Lorsque, par exemple, et finalement, en Allemagne, on a instauré un système qui voulait que quand même la race aérienne, donc la race de Mussolini, soit la supérieure et qu'on pouvait exterminer tout le monde, surtout les juifs et autres. Mais les gens ont vu le besoin de démocratie.
Et donc, on est revenu. Même en Libye, on avait dit qu'il n'y avait pas de démocratie, ça, c'est évident. Mais les gens étaient réellement à l'aise, mais ils n'avaient pas cette liberté-là. Mais la soif de liberté a fait que les grandes puissances ont exploré les aspirations du peuple pour dire, voilà un peuple qui veut la liberté. Effectivement, on mange à notre soif, on a ci, on a l'énergie, on a l'eau, on a tout, mais il nous manque la liberté. Et donc, les grandes puissances ont joué sur la liberté pour faire ce que nous avons fait, et ils ont fait, et la Libye est ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, si nous ne travaillons pas à avoir la démocratie, rien ne nous arrangera. Même ceux qui sont aujourd'hui, et je dirais, aux destinées de notre pays, parce que les ennemis du peuple, les ennemis des États, jouent sur l'absence de démocratie, sur l'absence de liberté, sur l'absence de satisfaction des peuples pour détruire les peuples. Et nous avons vu, lorsqu'on a voulu ramener la démocratie dans la plupart des États africains, il faut voir un peu, il faut faire l'analyse. Après, on va dire que la France ou bien les États-Unis ne nous aiment pas. Mais il faut faire l'analyse. C'est parce qu'à un moment donné, on a compris qu'on a la soif de la démocratie, de la liberté. Et c'est ça, c'est cette soif de liberté, de démocratie qui est en train de faire le lit au retour des coups d'État sur le continent africain. Le cas de la Guinée est là. Il ne faudrait pas que ceux qui nous gouvernent soient fermés. Non. Il faudrait juste comprendre qu'aujourd'hui, les peuples, même si vous dites que oui, des gens mangent où les gens veulent parler. Les gens veulent s'exprimer. Les gens veulent être à l'aise dans leur pays. Et la soif de la démocratie, les États-Unis ont compris que vous ne pouvez pas faire la lutte contre le blanchiment de capitaux, l'extrémisme violent, le terrorisme. Vous ne pouvez pas faire la promotion de l'état de droit tant que les gens refusent d'aller vers la démocratie. Si vous refusez d'aller vers la démocratie, c'est que vous êtes en train de fabriquer vous-même eh bien voilà, vos propres terroristes et autres. On l'a vu. Et donc, quand les États-Unis ont fini par fabriquer, par exemple, des terroristes un peu en Afghanistan, et après on est allé pour vouloir instaurer la démocratie, vous avez vu que ça n'a pas pris. 20 ans après, on a vu le retour en force des talibans. C'est de cela les questions. Donc, il faut tenir compte des leçons que nous sommes en train d'apprendre de par la réalité des autres pays et comprendre que notre État aujourd'hui ne peut se développer, ne peut et quand même évoluer sans la démocratie. Nous avons besoin de la démocratie. Et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont besoin aujourd'hui et demain de la démocratie parce que nous ne savons pas de quel ou bien dans quel plat ceux qui vont prendre le pouvoir dès 2026 vont manger. Nous avons vu des expériences et ça il faut rappeler également l'histoire. En Angola, celui qui a pris le pouvoir était un homme du système de l'ancien président et comment on appelle Dos Santos. Vous avez vu ce qui s'est passé. La fille de l'ancien président a eu des soucis, tous les caciques ont eu des soucis, le président a eu des soucis. En Mauritanie, l'actuel président était quand même un des bras armés du président Ould Abdelaziz. Aujourd'hui, le président Ould Abdelaziz est en prison. Donc, c'est un peu partout dans les pays. Il faudrait que nous puissions juste tenir ou tirer les leçons qui conviennent. C'est tout. Si vous devez conclure ce plateau? Si je devais conclure, je dirais tout simplement que, et c'est vrai que les États-Unis sont libres de désigner les États qu'ils veulent, de venir s'asseoir et parler de démocratie, d'État de droit, mais je pense que notre État ayant quand même adopté pour une diplomatie des droits de l'homme et de démocratie depuis quelque temps, il est important que nous puissions travailler davantage à libérer les prisonniers politiques, à faire revenir les exilés politiques, travailler à asseoir l'harmonie dans le pays, travailler à ce que chacun de nous puisse quand même jouer sa partition en contribuant tel que nous le faisons sur les plateaux, en ayant cette liberté de contribuer à l'amélioration du climat politique et à l'amélioration des questions de développement de notre pays et que cela soit gage quand même de développement et que cela favorise notre présence au second sommet qui aura lieu dans un an aux États-Unis. Merci à vous, monsieur Landry Angelo Adelacourt Fiatous. Merci aussi pour la disponibilité. Demain, c'est un autre jour, on se reverra avec le même entrain. Merci aussi pour la disponibilité permanente. Au revoir.